Notre invité en plateau aujourd'hui, il a la difficile tâche de se faire un prénom à côté de son nom de famille. Son terrain d'action politique, ça a longtemps été la province du Brabant wallon. Il a été conseiller provincial en 2000 et puis député provincial en 2006. Il a passé 20 ans au total en politique provinciale avant d'être appelé au gouvernement fédéral par Georges-Louis Boucher, secrétaire d'État en charge de la digitalisation, de la simplification administrative, de la protection de la vie privée et de la régie des bâtiments. Nous accueillons Mathieu Michel. Bonjour Mathieu Michel, bienvenue sur ce plateau. La première question elle va concerner les crypto-monnaies, parce que vous avez déjà reconnu avoir investi dans les crypto-monnaies, dans les bitcoins si je ne me trompe pas. C'est vraiment un investissement. C'est du test, je pense que c'est important de comprendre l'innovation. Et je pense qu'on vient de voir à quel point les cryptos étaient disruptives. Ouais. C'est un investissement que vous recommanderiez, que vous referiez ou pas ? Alors, je le referai. Pour comprendre comment ça fonctionne, je pense que c'est difficile d'avoir un avis sur les choses si on ne teste pas soi-même. Donc pour moi, c'était important de bien comprendre quel était l'univers des cryptos, comment est-ce qu'il était appréhendé et quel rôle il pouvait potentiellement jouer. Alors je pense que les cryptos sont très multiples, hein. Il y a le Bitcoin, l'Ether et autres. Donc il y a une grosse diversité de nature de cryptos. Et je pense qu'il faut bien faire le distinguo entre ce qui est stablecoin, ce qui est plutôt un peu les meme coins, hein, style le Doge et ce genre de choses. Par contre, on voit que vous êtes quand même déjà un érudit des crypto-monnaies. Tant que je m'intéresse à un truc, je m'intéresse à fond. Et par contre, c'est vrai que ce que je trouve un peu très, très intéressant et très, très intriguant, c'est le caractère disruptif de la crypto et à quel point ça peut avoir un impact. On l'a vécu tout à l'heure, effectivement, des jeunes aujourd'hui investissent leur argent de poche dans de la crypto et ça a été dit effectivement avec un niveau de risque ou un niveau de volatilité qui peut être effectivement angoissant, donc il faut être attentif. Ouais, les autorités, elles doivent intervenir dans ce domaine. Il faut encadrer les crypto-monnaies ou au contraire, il faut faciliter leur essor, ou est-ce qu'il faut essayer de protéger le secteur bancaire classique ? Parce qu'on dit parfois que les crypto-monnaies, elles peuvent à terme, un petit peu comme Uber a menacé les taxis, menacer les banques. Je pense qu'effectivement, le fait que les crypto-monnaies ne soient pas connectées à une territorialité, ne soient pas connectées à des outils de responsabilisation, c'est interpellant. Et donc, je pense que les États doivent s'intéresser à cet élément. Je pense que l'Europe le fait aujourd'hui au niveau de la BCE. Je crois que c'est une bonne chose. On parle d'un euro numérique peut-être bientôt. On parle de ça parce qu'effectivement, c'est ce qui était évoqué il y a une seconde. Peut-être que la connexion de l'outil blockchain à l'euro numérique peut avoir du sens. Après, ce qui se passe aujourd'hui à ma lecture avec les cryptos, comme les interactions se font de personne à personne, ça remplace davantage le billet de banque finalement qui n'est pas palpable, qui est pas traçable. Voilà. Je pense qu'on n'est pas loin d'avoir fini de réfléchir à la meilleure façon d'accompagner cette disruption, mais ça n'empêche. Pour moi, c'est une disruption du système où on ne doit pas juste le balayer du revers de la main. Il faut voir comment on accompagne cette innovation. Derrière les crypto-monnaies, ce qu'on a appelé le minage, la fameuse blockchain. Donc les gens qui encodent, qui sécurisent les transactions, qui les partagent. Ça a été la spécialité de la Chine tout un temps. Maintenant, c'est plutôt la Russie, le Kazakhstan. Les Canadiens sont en train de se lancer dans la bataille. Est-ce que la Belgique doit le faire aussi ? Est-ce que demain, on aura des entreprises belges qui vont faire du minage de Bitcoin, par exemple ? Il faut les encourager à le faire ou pas ? Ça, je ne peux pas vous dire. Par contre, aujourd'hui, ce sur quoi on doit être très attentif, c'est que le minage est consommateur de ressources de façon très importante. L'électricité, je vois par exemple le Bitcoin aujourd'hui, de par la façon dont les preuves se font, les preuves de travail en l'occurrence, c'est très consommateur d'énergie. Vous avez d'autres types de cryptos qui sont beaucoup moins consommatrices d'énergie. Après, je pense que s'il y a un business model qui peut fonctionner, qui peut nourrir un écosystème vertueux, je pense qu'on ne peut pas simplement le balayer. Vous savez, pas plus tard que jeudi passé au Parlement, il y a une loi qui est passée relative aux cryptos pour mettre vraiment un pied dans l'engrenage de la réflexion sur quel est le rôle aujourd'hui que vont jouer les cryptos dans la sphère financière belge. Je pense que c'est un élément qui est intéressant pour connecter une réalité que certains vivent à une forme de responsabilisation et d'encadrement. Je crois que c'est important. Oui. Alors, il y a un grand thème d'actualité, c'est la réforme de l'autorité de protection des données. Je vous propose qu'on relise ensemble une déclaration de Didier Reynders, qui est commissaire européen en charge de la protection de la vie privée et qui a un petit peu sermonné les autorités belges. On veut des garanties sur une totale indépendance entre l'autorité qui est chargée de vérifier la manière dont les données sont gérées et les personnes qui sont en charge de la collecte et du stockage de ces données. C'était dans une interview qu'il avait donnée au mois de juin au journal Le Soir. Est-ce qu'il a eu raison de faire les gros yeux à la Belgique ? Est-ce que les choses sont en train de rentrer dans l'ordre ? Alors, il a eu raison. Moi, je soutiens tout à fait la démarche. Je crois que c'est important, effectivement, que l'Europe soit le garant d'un certain nombre de règles. Et c'est clair qu'aujourd'hui, on peut identifier assez facilement qu'il y a des personnes au sein de l'autorité de protection des données qui ont été désignées par le Parlement en 2018 et qui sont dans des situations qui, manifestement, est en incompatibilité. Je vais expliquer pour que tout le monde comprenne.
comprenne, c'est qu'on est parfois à la fois le surveillant et le surveillé, et c'est notamment la position de Frank Robben, qui est le patron de e-health, donc le bras de la médecine numérique et le patron aussi de la Banque Carrefour de la Sécurité sociale, qui siège à l'ADP, qui était notamment visé et qui a fait l'objet de polémiques. Les francophones auraient souhaité qu'il fasse un pas de côté, les flamands le soutiennent, il n'a pas fait le pas de côté. Comment vous allez faire? Alors, la loi que j'ai proposée ici au gouvernement, elle résout en fait l'ensemble des problèmes, puisque qu'est-ce qui se passe? On a prôné en fait pour plus d'indépendance de l'APD, c'est-à-dire qu'il y avait déjà des verrous dans la loi actuelle. On a été beaucoup plus loin en rajoutant toute une série de verrous, notamment par exemple qu'un expert externe ne peut plus décider. Dans la loi actuelle, un expert externe peut décider, par exemple. On était beaucoup plus loin sur toute une série de mécanismes qui rendent l'APD beaucoup plus indépendante, quelque chose qui est essentiel. Il y a une nuance, par contre. C'est que quand on parle d'un projet de loi, donc ce projet, il doit être voté par le Parlement et implémenté. Ouais. Et donc ce parcours législatif n'a pas encore eu lieu. Donc vous n'êtes pas sûr d'avoir une majorité là-dessus? Alors, la majorité, je ne suis pas trop inquiet. En tout cas, on l'a eu au gouvernement. J'espère qu'on l'aura eu au Parlement. Seulement, soyons clairs, aujourd'hui, ce texte de loi doit être d'application pour que Frank Robben soit démis d'office, si vous voulez. Et donc, le rôle vraiment de démettre aujourd'hui Frank Robben, elle tient dans les mains de qui? Soit du Parlement, qui peut prendre la décision demain de démettre Frank Robben, soit dans les mains de Frank Robben lui-même, qui peut décider de démissionner. Mais donc, votre schéma, c'est que Frank Robben pourra être un expert extérieur qui travaillera pour l'ADP, mais il ne pourra plus être un des décideurs de l'autorisation de protection des données, si j'ai bien compris la nuance. Non, alors c'est même plus que ça. C'est qu'en fait, il ne pourrait même plus être expert avec un avis. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est demander des analyses à l'institution qu'il dirige. Et donc, il y a vraiment une vraie scission qui est faite entre l'indépendance de l'APD et le fait d'avoir recours à des experts externes et avoir de l'analyse, en fait, demander des analyses à des institutions. Vous savez, il y a des compétences très importantes au niveau du fédéral, au niveau des institutions. Quand on règle des problématiques en fait, de gestion de données et d'innovation, c'est important d'avoir de l'expertise et de bien comprendre les enjeux. Alors, il nous reste 2 minutes. Je voudrais qu'on parle de la casquette de secrétaire d'État qui a la tutelle sur la régie des bâtiments. C'est le bras armé de l'État fédéral pour gérer son portefeuille, son patrimoine immobilier. Cette régie a annoncé l'acquisition de 2 nouveaux bâtiments dans le quartier de la Gare du Nord, dans le quartier Nord. Un bâtiment qui s'appelle Mobius 2 et un bâtiment qui s'appelle Network Nord. 2 tours qui sont très modernes, bâtiments passifs, etc., etc. Ça va coûter 320 millions au total. Est-ce que c'est pas un peu trop cher? Alors, c'est pas trop cher parce que quand on sait qu'aujourd'hui, la régie des bâtiments dépense chaque année 450 millions d'euros de loyers. Mais c'est justement ça la question, Mathieu Michel. Jusqu'à présent, les gouvernements précédents, ils nous expliquaient qu'il valait mieux louer plutôt qu'acheter. Et vous faites exactement l'inverse. Parce que moi, j'estime que gérer ces deniers en bon père de famille, c'est être propriétaire. Puisqu'effectivement, moi, je préfère rembourser un emprunt et être propriétaire. Vous savez, chaque fois que vous remboursez la banque, vous êtes propriétaire. Et donc, quand on fait les calculs, effectivement, acheter le bâtiment 320 millions d'euros permet effectivement chaque année d'économiser entre 10 et 12 millions d'euros de loyer qui enrichit l'État. Et donc, au terme de l'opération, sur une opération comme Mobius par exemple, l'État aura économisé près de 250 millions d'euros. Et donc, fondamentalement, c'est clair que ma lecture, c'est qu'il vaut mieux être propriétaire que locataire. Et cette opération-là, on est la parfaite démonstration. Ouais, mais donc ça, c'est disruptif par rapport au gouvernement précédent, pour reprendre un terme c'est du bon sens. Que vous avez abondamment utilisé tout à l'heure. Un petit dernier mot quand même sur la régie des bâtiments. Le palais de justice sans échafaudage, qui est une des promesses que vous avez faites en prenant votre poste, c'est une promesse à laquelle vous croyez toujours? J'y crois toujours. 2023, vous avez annoncé. J'ai dit 2023. Je vais être très sincère avec vous, on sera plutôt début 2024. Mais par contre, aujourd'hui, le timing est totalement respecté par rapport à ce qu'on doit faire pour y arriver. Bon, avant les prochaines élections, en tout cas, si on va jusqu'au bout de la législature, en tout cas. Merci beaucoup, Mathieu Michel. Merci d'avoir été notre invité.